Donc, bonsoir à tous les courageux qui sont connectés un soir en semaine et bienvenue dans cette session sur l'insuffisance cardiaque par les cas cliniques. Alors, comme vous le savez sans doute, il y aura 3 sessions. Celle d'aujourd'hui, une session au mois de juin, le 10 juin, et puis une dernière session le 23 septembre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance cardiaque chez la femme, l'insuffisance cardiaque chez le patient âgé et nous allons parler de transplantation cardiaque. Et donc j'ai le plaisir d'inviter le professeur Anna Rousselier de l'Université d'Erasme à nous parler de l'insuffisance cardiaque chez la femme. Anna, je te passe la parole. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Alors déjà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, on va commencer, j'ai le plaisir aussi de commencer cette série de présentations par l'insuffisance cardiaque chez la femme. Donc, je vais commencer par vous présenter un cas clinique d'une femme de 39 ans, née au Congo, habitant en Belgique depuis plusieurs années. Comme facteur de risque cardiovasculaire, on note une obésité, une sédentarité, des antécédents familiaux de cardiopathie, mais sans vraiment trop de précision. Donc, elle n'a pas de traitement journalier systématique. Donc, cette dame, elle a eu déjà 3 grossesses. Donc, malheureusement, 2 grossesses finies par 2 fausses couches à 11 et 22 semaines et une 3e grossesse, avec un accouchement par césarienne des jumeaux à 33 semaines. Donc, un accouchement plutôt précipité par une rupture des os avec une suspicion d'infection. Elle n'a pas eu de complications ni pendant sa grossesse, ni péri ni post-opératoire au niveau de la césarienne, avec un retour à domicile à J5 post-l'accouchement. Et 10 jours après l'accouchement, c'est-à-dire 5 jours après le retour à domicile, elle se présente aux urgences avec une dyspnée progressive depuis 3 jours et édème des membres inférieurs. Donc, à l'examen clinique, on note une hypotension, une tachycardie, donc un souffle systolique d'insuffisance mitrale. Elle a une surcharge pulmonaire par des crépitants pulmonaires, donc une matité aux bases faisant suspecter un épanchement pleural. Elle n'a pas d'hépatomégalie, elle n'a pas de reflux hépatojugulaire et elle présente aussi édème des membres inférieurs plutôt léger. À l'ECG, un rythme sinusal avec des ondes T négatives en paroi latérale. Et à l'examen biologique, on note plutôt une leucocytose, une thrombocytose, un LDL cholestérol très élevé, un BNP qui est très élevé également, à 845 picogrammes par ml, des dédimères qui sont supérieurs à 5000 et une hypoxémie avec une PaO2 à 58 et donc une saturation d'oxygène à 91%. La radio thoracique faite au lit montre un élargissement de la silhouette cardiaque, un épanchement pleural droit et un infiltrable parenchymateux sous-jacent. Donc, face à ce tableau clinique, quel serait pour vous le diagnostic le plus probable pour cette patiente? Donc, elle se présente pour un problème infectieux, un sepsis, un syndrome coronaire aigu, une embolie pulmonaire, une insuffisance cardiaque décompensée ou peut-être c'est plutôt une dépression du postpartum. Voilà, vous pouvez voter et on verra vos réponses tout à l'heure. Voilà, donc hypoxémie avec un tableau de dyspnée, édème des membres inférieurs, quelques jours après l'accouchement. On a les votes déjà? Voilà, donc vous êtes partagés entre l'embolie pulmonaire et l'insuffisance cardiaque aiguë décompensée. Et maintenant, on va voir quelle est la réponse. Donc, on va essayer de répondre. Donc, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, finalement, l'embolie pulmonaire, effectivement, a été bien suspectée. Donc, elle a eu un angio-CT thoracique qui n'a pas montré d'embolie pulmonaire, qui montrait plutôt une cardiomégalie, un verre dépoli diffus, donc à l'ensemble des champs pulmonaires, en sachant que ce n'était pas encore la période COVID, un épanchement pleural bilatéral prédominant à droite
Et à l'échographie cardiaque, on avait une dilatation ventriculaire gauche à 70 mm, avec une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection diminuée à 20%, une insuffisance mitrale moyenne et une akinésie inféroseptale et intéroseptale. Donc, cette dame, finalement, donc, comme on a pu écarter l'embolie pulmonaire, elle a été hospitalisée à l'unité coronaire avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë décompensée. Elle a eu un traitement par diurétique IV et pendant l'hospitalisation, donc un traitement pour l'insuffisance cardiaque, le traitement oral pour l'insuffisance cardiaque a été introduit. Comme elle avait aussi une dysfonction segmentaire à l'écho, elle a eu un angiocété coronaire qui montrait des coronaires tout à fait normales, mais qui parlait encore d'un aspect fortement trabéculé de la paroi apicale et latéro-apicale du VG, et bien sûr, donc un aspect de cardiopathie dilatée. Donc, on sait que cette dame, elle a été hospitalisée donc, avec un tableau d'insuffisance cardiaque. Et quelle serait, donc, pour vous, l'étiologie de cette insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il s'agit d'une cardiomyopathie du péripartum ou plutôt une cardiomyopathie dilatée déjà existante, mais qui a été décompensée, qui a été le facteur déclenchant, c'était l'accouchement pour la décompensation cardiaque. Voilà. Quelle est votre opinion sur l'étiologie de l'insuffisance cardiaque pour cette patiente? Alors, tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes la grande majorité a pensé qu'il s'agit d'une cardiomyopathie dilatée déjà existante, décompensée à l'accouchement, et 33% de la cardiomyopathie du péripartum. Voilà. Donc, on va voir donc comment on peut faire cette différence entre les deux pathologies. Donc, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, finalement, donc, le diagnostic retenu, c'était plutôt le diagnostic d'une cardiomyopathie du péripartum. Donc, pendant l'hospitalisation, et on va voir pourquoi après. Donc, l'IRM cardiaque qui a été faite pendant l'hospitalisation confirmait cette fraction d'éjection diminuée à 24%, avec une dilatation ventriculaire gauche à 72 mm. Et on avait toujours cet aspect fortement trabéculé qu'on voit ici, donc à l'image de l'IRM, qui avait déjà été décrit donc auparavant avec l'angiocété donc coronaire et aussi donc l'angioscanner thoracique pour écarter l'embolie pulmonaire. On n'avait pas de thrombus intracavitaire, donc on n'avait pas de rehaussement tardif myocardique sans séquelles d'ischémie ou d'inflammation, donc on n'avait pas de rehaussement tardif. Donc, cette dame, donc elle a été hospitalisée pendant une semaine avec du Lasix IV. Et avant la sortie d'hospitalisation, donc l'échographie a été refaite, qui montrait toujours une fraction d'éjection diminuée entre 25 et 30%, une insuffisance mitrale moyenne, une augmentation de pression pulmonaire estimée à l'écho à 47 mm. Et pendant l'hospitalisation, le traitement a été bien introduit et majorée. Donc, elle est sortie avec du lisinopril, un UEC, 7,5 mg par jour, bisoprolol, le bêta-bloquant, 5 mg par jour, la spironolactone, 25 mg et du Lasix, 2 comprimés de 40 mg. Donc, elle a été suivie régulièrement, donc d'une façon rapprochée. La patiente, elle était toujours très symptomatique, avec une dyspnée stade 2 à 3, avec une orthopnée, vertige. Donc, avec difficulté de majoration du traitement pour l'insuffisance cardiaque. J'ai oublié de dire, donc l'anticoagulation a été aussi débutée avec la suspicion d'un diagnostic de cardiomyopathie dilatée. Et au bout de 3 mois, cette anticoagulation a été arrêtée. Et l'échographie donc, de suivi ne montrait pas du tout d'amélioration, toujours un VG dilaté et une fraction d'éjection diminuée. Et pour cette raison, patient toujours symptomatique, sans amélioration échocardiographique, la patiente nous a été adressée à Erasme pour un éventuel bilan pré-transplantation cardiaque. Donc, avant de continuer à parler du cas clinique, je voulais justement parler de la cardiomyopathie du péripartum. Donc, c'est une cardiomyopathie hypokinétique d'origine idiopathique
qui peut se manifester de plusieurs façons. On peut avoir une manifestation d'insuffisance cardiaque sévère, un choc cardiogénique, des troubles de rythme et même la mort subite. C'est une cardiomyopathie qui va se manifester à la fin de la grossesse ou pendant les mois qui suivent l'accouchement. C'est toujours un diagnostic d'exclusion, pas d'autres causes identifiées. Il faut toujours chercher d'autres étiologies pour l'insuffisance cardiaque. Et normalement, l'OVG, il peut ne pas être dilaté, mais la fraction d'éjection est normalement inférieure à 45%. C'est une maladie très rare, donc moins de 1% des grossesses, avec une incidence qui est très variable en fonction des pays, comme vous pouvez voir ici, 1 sur 100 femmes au Nigeria et 1 sur presque 3000 aux États-Unis. Donc, encore une fois, donc il faut toujours penser que la cardiomyopathie du péripartum, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, il faut toujours essayer de trouver d'autres raisons pour l'insuffisance cardiaque. Et comment on peut expliquer donc, les mécanismes donc, pathophysiologiques de la cardiomyopathie du péripartum? Donc, il y a plusieurs mécanismes qui sont proposés, mais ce mécanisme-là, qu'on appelle le double RIT modèle, donc c'est le double coup, donc c'est celui le plus récent et donc le plus adopté pour expliquer cette cardiomyopathie. Donc, on sait qu'à la fin de la grossesse et juste après l'accouchement, on a la libération des hormones, donc de certaines hormones, comme par exemple la prolactine par l'hypophyse et d'autres hormones par le placenta. Et ces hormones donc, peuvent donc être clivées donc, par la catepsine qui est présente dans les cardiomyocytes, et ces clivages vont faire apparaître d'autres molécules qui vont agir sur les cellules endothéliales et aussi sur les myocytes, sur les cardiomyocytes, avec induisant justement une dysfonction endothéliale et même la mort cellulaire, donc induisant l'apoptose. Et donc, on appelle le double RIT parce qu'on a cet aspect donc, par la sécrétion hormonale avec une action vraiment anti-angiogénique qui va détruire les cellules endothéliales et les cardiomyocytes. Mais on a aussi besoin, parce que toutes les grossesses, on a justement cette sécrétion de prolactine à la fin de la grossesse, on a besoin d'autres facteurs, des facteurs externes, comme par exemple d'autres infections intérieures, donc une auto-immunité plus importante, donc des facteurs génétiques prédisposants qui vont augmenter, donc ils vont induire un stress oxydatif au niveau des cardiomyocytes qui va justement déclencher la formation d'autres molécules qui vont cliver donc justement la prolactine et vont induire donc tous ces phénomènes vasculaires et de mort cellulaire qu'on peut voir dans la cardiomyopathie du péripartum. Donc, et comment faire le diagnostic? Et on va voir que cette dame, elle avait plusieurs facteurs qui pouvaient nous faire penser justement à une cardiomyopathie du péripartum. Donc, comment on suspecte? Donc, par la présence des symptômes et signes d'insuffisance cardiaque à la fin de la grossesse et donc les mois qui suivent donc l'accouchement, comme on voit pour cette dame qui avait donc après l'accouchement. Donc, on peut donc associé justement à des peptides natriurétiques qui sont élevés, donc au-dessus du seuil pour l'insuffisance cardiaque aiguë, donc c'est-à-dire le NT-proBNP supérieur à 300 et le BNP supérieur à 100. Donc, je vous rappelle que cette dame, elle avait un BNP qui était à 800 au moment de l'arrivée aux urgences. Donc, la présence d'une fraction d'éjection diminuée, inférieure à 45%, que c'est le cas de cette patiente. Et donc là, avec tous les signes et les symptômes, l'augmentation de peptides natriurétiques et une diminution de la fraction d'éjection, on peut penser à un diagnostic de cardiomyopathie du péripartum, mais encore une fois, il faut toujours exclure d'autres pathologies et il faut vraiment chercher l'information par l'histoire clinique, par l'histoire familiale de la patiente pour voir s'il n'avait pas une pathologie préexistante qui aurait pu être décompensée par la grossesse ou par l'accouchement. Donc, la clinique, comme je vous ai dit, donc elle peut se manifester d'une forme très légère, modérée ou sévère. Donc, cette dame, elle avait plutôt une forme modérée
avec des signes de congestion pulmonaire, une augmentation de peptides natriurétiques, donc la fraction d'éjection qui était diminuée. Cette dame, elle a été hospitalisée à l'unité coronaire avec des diurétiques IV. Les inotropes n'ont pas été nécessaires, donc heureusement, donc elle a été améliorée par les diurétiques IV. Donc, depuis 2019, on a donc des consignes justement pour le traitement de ces patientes avec la cardiomyopathie du péripartum. Donc ça, ce ne sont pas des guidelines, c'est plutôt une position paper, donc position paper, qui nous conseille justement un schéma thérapeutique pour ces patientes avec un schéma qu'on appelle le BORD, B pour la bromocriptine. La bromocriptine, donc ça clive, donc ça bloque la libération de prolactine. Et comme on a vu, la prolactine, elle est vraiment fortement associée à cette cardiomyopathie du péripartum. Donc actuellement, la bromocriptine est utilisée pour justement le diagnostic de l'insuffisance cardiaque par la cardiomyopathie du péripartum. Et la dose, donc, et la durée du traitement par bromocriptine varie en fonction de la fraction d'éjection. Donc, pour cette dame, on aurait pu commencer la bromocriptine, mais à l'époque, donc c'est plus ancien que 2019, donc on n'avait pas la certitude qu'on pouvait utiliser donc ce traitement de la cardiomyopathie du péripartum. Et donc pour continuer le BORD, donc le O pour l'insuffisance cardiaque, pour le traitement oral pour l'insuffisance cardiaque qui a été commencé par cette patiente, l'OA, l'anticoagulation. Donc, surtout, si on fait le traitement par la bromocriptine qui augmente le risque de phénomènes thrombotiques, donc il faut anticoaguler donc, ces patientes. Donc, l'OR par les vasodilatateurs intraveineux, donc le relaxant, et le D par les diurétiques en cas de surcharge hydrique. Donc, j'aimerais seulement vous dire qu'il le fait d'avoir voté justement pour une cardiomyopathie dilatée, donc décompensée pendant la grossesse, c'est tout à fait possible. Et surtout parce que cette histoire, donc elle avait vraiment des trabéculations très importantes qui ont été citées, qui ont été mises en évidence à l'IRM et à l'angio-CT coronaire. Et ce travail donc d'une équipe anglaise montre justement que pendant la grossesse, donc surtout pendant le troisième trimestre de la grossesse, par une augmentation de la précharge, on peut voir la formation des trabéculations au niveau du ventricule gauche sans que ça soit vraiment une cardiomyopathie dilatée qu'on pourrait imaginer par non-compaction. Donc, cette étude a inclus 100 patientes donc pendant la grossesse, donc ces patientes ont eu une échographie tout au début de la grossesse, à la fin de la grossesse et après l'accouchement, entre 4 et 12 mois après l'accouchement, et on a vu que 8% des patientes avaient des critères échocardiographiques pour une cardiomyopathie de non-compaction. Et donc cet effet, donc cet aspect de trabéculation à la fin de la grossesse, donc disparaissait dans la grande majorité des patientes. Voilà, donc le fait d'avoir eu ces trabéculations à l'échographie et aux examens pendant la grossesse, probablement ont un peu brouillé justement le diagnostic pour cette patiente. Et lorsqu'elle est arrivée chez nous, donc on avait toujours un doute si c'était une cardiomyopathie du péripartum ou une cardiomyopathie dilatée déclenchée par la grossesse et par l'accouchement. Donc maintenant, on va continuer le cas clinique. Donc, elle est arrivée chez nous à 5 mois après l'accouchement. Elle était toujours très symptomatique, avec une dyspnée d'effort stade 3, avec orthopnée, vertige. Donc, elle était toujours hypotendue, donc pas vraiment avec des signes de surcharge, c'était plutôt donc, un reflux hépato-jugulaire. Mais elle avait au niveau biologique des signes qui pourraient nous faire penser à un bas débit avec une augmentation de bilirubine, des transaminases et surtout un NT-proBNP qui était toujours très élevé, à plus de 2000 picogrammes par ml. Donc l'ECG, donc ici c'est difficile à voir, mais c'est seulement pour vous montrer que c'était un rythme sinusal avec des complexes larges. Et la radio, donc la cardiomégalie,
sans vraiment une infiltration pulmonaire. Le traitement, donc finalement, c'était le même. Donc, du fait de l'hypotension, du fait des vertiges, donc le traitement n'a pas été majoré, donc on n'a pas pu être majoré. Et donc, à l'échographie, on voyait toujours, donc au moment de l'arrivée chez nous, donc ce VG très dilaté avec une fraction d'éjection diminuée aux alentours de 30% et avec une IM donc importante, donc excentrique, mais très importante. Alors, donc ici, c'est pour vous montrer qu'avec cette suspicion aussi de non-compaction, donc l'échographie a été bien sûr faite, on a fait très attention, mais là, sur cette échographie, déjà 5 mois après l'accouchement, on n'avait plus cet aspect trabéculé, de trabéculation qui avait été cité pendant la grossesse, donc juste à la fin de la grossesse, au moment de l'accouchement. Alors, donc finalement, on a décidé d'hospitaliser cette patiente pour faire un bilan d'évaluation de la gravité et on a vu qu'à l'ergospirométrie, elle avait une limitation cardiaque avec une charge à 62% de valeur prédicte, avec une VO2 pic à 15, une pente VEV-CO2 qui était élevée aussi. Et au cathétérisme droit, donc on a vu qu'elle avait une hypertension pulmonaire post-capillaire isolée, donc avec une PAPM à 31, une PAPO à 20, avec des résistances à 2,2 et par surprise, elle avait un index cardiaque conservé. On attendait justement un index cardiaque diminué par le fait qu'elle soit très symptomatique avec une augmentation très importante du NT-proBNP et aussi l'augmentation des transaminases. Donc finalement, donc l'index cardiaque était plutôt rassurant. Donc on n'a pas eu besoin de faire des inotropes pour cette dame et on a décidé de changer son traitement, donc d'introduire le sacubitril/valsartan à la place du lisinopril. Donc, cette dame, elle a eu l'implantation d'un AICD en prévention primaire parce que la fraction d'éjection, elle était toujours inférieure à 35% et elle a commencé la révalidation cardiaque à Erasme. Donc, c'est vrai que là, pour le traitement, c'était toujours un peu difficile parce qu'elle était toujours très symptomatique et très hypotendue, mais on a fait d'une façon très progressive avec des doses vraiment réparties dans la journée et finalement, on a réussi à arriver vraiment à une dose pleine. Et à la dernière consultation, donc c'était presque 3 ans après la découverte de sa pathologie cardiaque, elle est presque asymptomatique. Donc, elle n'a plus de vertige, elle n'a plus de palpitations, elle s'occupe bien de ses enfants, elle n'a pas de signe de décompensation cardiaque. Et le traitement, donc, on arrive quand même à la dose maximale d'Entresto, 97,103 2 fois par jour, le bisoprolol à 7,5, l'aldactone 25, et on a pu diminuer le Lasix à 1 comprimé par jour. Donc ici, c'est pour vous montrer, donc toujours un ECG avec des complexes QRS fin et donc la baisse spectaculaire du NT-proBNP qui était au départ à plus de 2000 et maintenant il est aux alentours de 180, donc 200 picogrammes par ml. Donc l'écho cardiaque, par contre, elle garde toujours un VG très dilaté, toujours à 70 mm, avec une fraction d'éjection aux alentours de 30%. Donc, on voit que l'IM, elle a diminué, donc, mais elle reste toujours importante et excentrique. Alors, et maintenant, cette dame, donc, elle a déjà ses enfants, elle a des jumeaux qui ont presque 3 ans et elle nous demande, donc elle a très envie d'avoir d'autres enfants, elle nous demande des consignes, des conseils, est-ce que je peux tomber enceinte de nouveau et qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Donc oui, vous pouvez tomber enceinte, donc vous avez un risque faible pour une nouvelle grossesse, donc vous avez un risque modéré, mais de toute façon, il va falloir changer le traitement de l'insuffisance cardiaque pendant la grossesse ou, je suis désolée, donc la grossesse, elle est contre-indiquée parce que vous avez un risque très important si vous tombez enceinte de nouveau. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez
Tout à fait. Donc, vous êtes vraiment très majoritaire à répondre que le risque il est très important pour une nouvelle grossesse. Donc, on va voir pourquoi. Alors, donc déjà, donc le pronostic, il est très variable et en fonction surtout de la fraction d'éjection, on peut espérer à plus de 50% de récupération si donc la fraction d'éjection elle est supérieure à 50%, mais on a les facteurs de mauvais pronostic et surtout si on regarde donc notre patiente, elle a des facteurs de mauvais pronostic. On a une fraction d'éjection qui est toujours inférieure à 30%, elle a 30% de fraction d'éjection, une dilatation ventriculaire gauche et donc l'origine africaine. Donc, et le risque de récidive sur une grossesse ultérieure, elle est proche donc de 25% si on a la récupération de la fraction d'éjection, avec un risque faible de décès chez la mère. Mais ce risque de récidive, il est proche de 50% si on n'a pas de récupération de la fraction d'éjection, avec un risque de 15% de mortalité chez la mère. Et cette mortalité, elle est très variable en fonction des cohortes. Donc, cette mortalité, elle varie entre 2 et 32%, mais une grande partie de la mortalité est liée à la mort subite. Donc, vous imaginez une femme normalement jeune qui vient d'accoucher, d'avoir des enfants qui peut décéder d'une mort subite. Donc ici, donc c'est plutôt un algorithme qui aide. Donc c'est justement pour le conseil. Donc après l'accouchement, concernant les grossesses ultérieures et chez notre patiente, comme la fraction d'éjection elle est inférieure à 50%, c'est vraiment une contre-indication. Donc les médecins, donc l'équipe soignante doit contre-indiquer, décourager donc la patiente pour une grossesse ultérieure. Donc, je vous ai parlé vraiment d'un cas typique d'insuffisance cardiaque chez la femme. Donc, c'est la cardiomyopathie du péripartum qu'on ne voit pas ailleurs, on ne voit pas chez l'homme, on ne voit que chez la femme. Mais donc, j'aimerais vous parler d'une façon un peu plus générale de l'insuffisance cardiaque chez la femme. Donc, on connaît tous cet algorithme du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Donc, c'est l'algorithme proposé par la Société européenne de cardiologie qu'on utilise pour les hommes comme pour les femmes. Mais il ne faut pas qu'on oublie que les femmes sont sous-représentées dans tous les études cliniques randomisées de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Donc, elles sont moins de 30% dans toutes les études cliniques randomisées dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'on a beaucoup de différences donc, entre les hommes et les femmes, surtout au niveau de la corpulence. Donc, normalement, les femmes sont plus petites, on a une plus petite corpulence qui va agir, donc qui va avoir des répercussions sur les taux de filtration glomérulaire et hépatique. On peut avoir même une diminution de l'expression de certains cytochromes hépatiques qui va donc perturber, qui va diminuer le métabolisme de plusieurs médicaments pour l'insuffisance cardiaque. Donc, si on a une diminution du métabolisme, on va se retrouver avec des concentrations plasmatiques élevées et les femmes sont normalement susceptibles d'avoir plus d'effets secondaires liés au traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc ici, c'est un petit résumé. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive, mais pour vous montrer qu'il a plein de différences. Il a beaucoup de différences par rapport à l'insuffisance cardiaque chez la femme et chez l'homme, à commencer par l'effet des facteurs de risque pour le risque de développer une insuffisance cardiaque. Et aussi, donc chez la femme, on voit plutôt une dysfonction microvasculaire par rapport aux hommes, qu'on voit plutôt une dysfonction plutôt macrovasculaire. Chez les femmes, on a des phénotypes qui sont différents. On voit plus d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On a plus de Takotsubo, qui c'est aussi une pathologie vasculaire. On a la cardiomyopathie du péripartum qu'on a vu. Et donc, le pronostic, on a une meilleure survie chez la femme, mais avec une plus mauvaise qualité de vie par rapport aux hommes.
Et ici, c'est seulement pour un peu un résumé de l'insuffisance cardiaque chez la femme. Donc, il y a beaucoup de différences. Pourquoi c'est différent? On a des facteurs de risque, la pathophysiologie, donc les phénotypes, le pronostic. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différences. Pourquoi c'est un problème? Parce que, comme on a parlé tout à l'heure, donc on utilise les mêmes médicaments, les mêmes guidelines, donc chez l'homme et chez la femme, en sachant que les femmes sont sous-représentées dans les études randomisées qui vont nous donner justement les guidelines pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. On a plus d'effets secondaires donc chez les femmes et l'idéal, ça serait d'avoir plus d'études cliniques, justement avec différences plus spécifiques pour trouver ces différences entre les femmes et les hommes. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Anna. Alors, j'ai juste oublié de dire pour les questions, vous avez un petit icône dans Zoom avec questions et réponses. Donc, on a déjà reçu une ou deux questions par là. Donc, ça, je vais te les poser, Anna. Et alors, vers 8h30, vous allez recevoir un petit message vous demandant de vous inscrire pour l'accréditation. Donc, c'est très important. Vous allez devoir rentrer votre nom, votre prénom, je pense, et votre numéro INAMI. Donc, ça, n'oubliez pas, c'est important. Et les 3 sessions seront chaque fois accréditées. Alors, dans les questions, Anna, il y a une question qui dit « Peut-on arriver à 72 mm de dimension ventriculaire gauche sur une si courte durée d'évolution ?» Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, comme c'est vrai que c'est toujours difficile à croire qu'on découvre une cardiomyopathie comme ça, donc sans vraiment un événement particulier avant. Donc, je pense que c'est pour ça que la majorité a pensé justement à une cardiomyopathie dilatée préexistante. Nous aussi, donc on a pensé surtout parce que la cardiomyopathie du péripartum, c'est très, très rare, mais donc c'est un facteur de mauvais pronostic. Et comme on a vu, donc le mécanisme, la physiopathologie, c'est vraiment une dysfonction endothéliale, une dysfonction donc de cardiomyocytes et une mort cellulaire. Donc on peut avoir justement une dilatation, une dysfonction importante, mais c'est un facteur de mauvais pronostic. Alors, autre question, l'anticoagulation a été débutée pour suspicion de non-compaction? Alors, non, parce que, alors, donc cette dame, elle a été hospitalisée dans un autre hôpital, mais depuis le début, donc c'était le diagnostic de cardiomyopathie du péripartum qui a été retenu. Et normalement, pour la cardiomyopathie du péripartum, donc le traitement anticoagulant est préconisé au moins pendant 3 mois. Alors, j'ai parlé de la bromocriptine, donc c'est sûr que si on associe la bromocriptine, il faut anticoaguler les patientes justement parce qu'on a un risque thrombotique beaucoup plus important. Alors, question très pratique, qu'en est-il du traitement de l'insuffisance cardiaque et de l'allaitement maternel? Et je pense que la bromocriptine va bloquer la montée de lait aussi, non? Tout à fait. Alors déjà, si on a une suspicion de cardiomyopathie du péripartum, donc normalement, on arrête donc l'allaitement justement par la bromocriptine et normalement, on ne peut pas donner des USC, par exemple, pendant l'allaitement. Donc, il faut arrêter. Et c'est pour ça aussi qu'on décourage les femmes à allaiter, donc pour pouvoir faire le traitement adapté donc, à cette phase post-accouchement. Oui, c'est ça que tu disais aussi. Que conseillez-vous pour une prochaine grossesse? Ben, tous ces médicaments-là sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc, ça veut dire des grosses modifications thérapeutiques avec des risques d'aggravation de la situation en plus. Alors, c'est sûr qu'il a tout un schéma donc, que je n'ai pas mis parce que le temps il est assez court, mais justement des recommandations donc, pour la modification du traitement de l'insuffisance cardiaque pendant la grossesse. Mais une patiente qui garde une telle dilatation ventriculaire gauche et une dysfonction ventriculaire gauche, le risque pour une nouvelle grossesse, c'est quand même très, très important à penser le risque de décès et aussi parce qu'on va diminuer, on doit quand même changer le traitement donc pour l'insuffisance cardiaque pendant la grossesse.
Alors, peut-être une dernière question avant qu'on ne passe la parole à Stéphanie. Y a-t-il des cas décrits de récidive, de dégradation de la fonction chez des patientes ayant eu une cardiopathie du péripartum plusieurs années après le premier épisode? Alors, je pense que c'est pas facile à répondre, mais normalement, quelqu'un qui a déjà eu la cardiomyopathie du péripartum, il a toujours un risque de récidive. Donc, c'est sûr que même si on contre-indique chez cette patiente parce que la fraction d'éjection est toujours diminuée, quelqu'un qui a récupéré la fraction d'éjection, elle aura toujours un risque de développement d'un nouvel épisode de cardiomyopathie du péripartum. Donc, ces dames-là, ces patientes-là doivent être suivies d'une façon vraiment très rapprochée et un cas vraiment de dysfonction donc à détecter. Alors après, c'est tout la pratique, donc c'est tout le diagnostic et donc la prise en charge qui doit quand même être bien adaptée en fonction du tableau clinique, si c'est vraiment une insuffisance cardiaque légère, si c'est une insuffisance cardiaque avancée, donc si le fœtus donc il est viable ou pas en fonction de la période de la grossesse où l'insuffisance cardiaque se manifeste. Donc il a tout un algorithme qui est très intéressant à suivre en cas de récidive et en fonction de la période de la grossesse ou de post-accouchement. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va peut-être... Ah si, allez, encore une peut-être. Quelle est votre proposition thérapeutique intensiviste si OAP et ventilation mécanique assistée, diurétique, Entresto et dobutamine? Je n'ai pas compris. Si Donc, tu peux répéter, s'il te plaît. quelle est la proposition thérapeutique intensiviste? Oui. La patiente arrive vraiment en œdème aigu du poumon et qui a besoin d'une ventilation mécanique assistée. Je suppose que Mais la réponse, au effectivement, moment de la grossesse, pendant la grossesse? il n'est pas précisé. Oui, Pendant la grossesse, donc là, on va se poser la question de la viabilité du fœtus, donc de faire justement, de retirer donc ce bébé pour préserver la vie de la femme. Alors après, mais si c'est après l'accouchement, si c'est vraiment un tableau de choc cardiogénique, donc on va utiliser plutôt des inotropes, des vasopresseurs. Et donc l'Entresto, donc je pense que, bon, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais si on est face à un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, un choc cardiogénique, donc c'est la seule situation où on doit arrêter le traitement oral pour l'insuffisance cardiaque et traité par les inotropes et les vasopresseurs. Mais si on a une décompensation cardiaque aiguë, mais comme par exemple pour cette dame avec une tension qui est correcte, on ne doit pas arrêter le traitement pour l'insuffisance cardiaque et on peut aider avec des diurétiques et inotropes si nécessaire. Alors, il y a des questions qui arrivent, mais tu auras peut-être le temps d'en regarder certains et de répondre par écrit après. Il y en a une qui demande, y a-t-il une indication de pacemaker défibrillateur? Ça reste assez classique, hein. Je pense que ta patiente a eu un défibrillateur ici parce que sa fraction d'éjection reste abaissée à moins 35% après bien conduit. Donc, ça, la réponse est assez simple. Et puis, il y en a 2-3 autres où je pense que tu peux regarder dans le chat, mais pour essayer de garder le temps, je vais peut-être donner la parole au docteur Stéphanie Knopp, qui, elle, est en direct du Luxembourg et qui va nous parler de l'insuffisance cardiaque chez le patient âgé. Voilà, Stéphanie, je te passe la parole. N'oublie pas de remettre ton micro.